Bonjour à tous. Merci au comité conseil scientifique de la FEF pour cette invitation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Alors, comme vous l'a montré Laurent et Sophie, dans la physiopathologie de la NASH, c'est une physiopathologie qui va mettre en place des éléments du métabolisme, des éléments de l'inflammation, des éléments de la fibrogénèse, et chacun interagit avec les autres. Et ça se fait dans différents organes à plus ou moins grand degré, le foie bien sûr, mais également le tissu adipeux, l'intestin, le pancréas et le muscle. Il n'est donc pas très surprenant qu'on puisse présenter les différentes cibles moléculaires actuellement en cours de développement clinique selon un schéma un peu simpliste pour classer les molécules selon les grands types d'actions. Vous avez les molécules qui vont cibler le métabolisme, les molécules qui vont cibler la mort cellulaire, les molécules qui vont cibler l'inflammation, celles qui vont cibler la fibrose et puis celles qui vont cibler l'axe foie-intestin. Alors, je ne parlerai pas des molécules qui ont déjà connu un arrêt de développement clinique compte tenu d'un manque d'efficacité. Et on va commencer par la première d'entre elles, qui sont les agonistes FXR. Il faut savoir que les acides biliaires ne servent pas qu'à la digestion, ils vont aussi moduler le microbiote intestinal, et puis ce sont de véritables hormones qui ont une action endocrine, notamment sur l'action du FXR, et notamment le FXR au niveau hépatocytaire. Ce FXR va moduler la production d'acide biliaire, faire une espèce de contre-régulation négative, mais également moduler le métabolisme du glucose et des lipides dans le sens d'une augmentation de l'insulinosensibilité. Et vous avez également une action de FXR directement dans les cellules stellaires, dans le sens d'une diminution de leur activité et donc d'une diminution du risque de fibrose. Mais vous avez également un FXR qui est présent au niveau des entérocytes et qui aura une action anti-inflammatoire avec une diminution de l'inflammasome et de la diminution notamment de RNLP3. Les acides biliaires vont également agir à distance, notamment sur le tissu adipeux via un autre récepteur TGR5 et qui augmenterait la thermogénèse du tissu adipeux. Et ça pourrait passer par une augmentation de la conversion de l'hormone thyroïdienne T4 libre en T3 libre. La T3 libre, c'est l'hormone thyroïdienne qui est active. Et gardez-la en tête, vous allez voir qu'on va en reparler dans la suite du topo. Et puis vous avez une autre action TGR5 au niveau entérocytaire encore, et qui là va produire du GLP1, une incrétine, et là encore vous allez voir, on va la voir réapparaître dans la suite du topo. Donc vous voyez une action du FXR qui est avec de nombreuses actions métaboliques bénéfiques, mais finalement vous avez également ce récepteur FXR et TGR5 sur les cellules inflammatoires, les macrophages anti-inflammatoires, les macrophages pro-inflammatoires, les cellules dendritiques et les cellules NK, et finalement, il y a beaucoup de données dans la littérature qui montrent que ces acides biliaires vont stimuler les macrophages anti-inflammatoires et plutôt inhiber les macrophages pro-inflammatoires, les cellules dendritiques et les cellules NK. Donc finalement, une voie qui est assez logique et qui est à l'interaction métabolisme et inflammation. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait de nombreux analogues FXR qui soient en cours de développement, dont l'acide obéticolique qui est le plus avancé, actuellement en phase 3. Et Jérôme a présenté ce matin les résultats intermédiaires qui sont tout à fait intéressants sur la fibrose notamment. Mais vous avez d'autres analogues que l'acide obéticolique qui sont en cours de développement. Et puis, il y aura peut-être une voie pour les doubles agonistes FXR-TGR5, comme je vous l'ai montré, ça pourrait être synergique. Alors, l'action de FXR au niveau intestinal passe également par la production de FGF19. Et c'est pour ça que ce FGF19 en lui-même est aussi une source de développement de cibles moléculaires thérapeutiques. Et donc, il est produit par les entérocytes en réponse aux acides biliaires via le FXR et RXR, mais également il y a d'autres stimuli, la vitamine A, le stress du réticulum endoplasmique, la vitamine D. Et ce FGF19, qui s'appelle FGF15 chez la souris, aurait différentes actions, notamment au niveau du foie. Il va diminuer la gluconéogénèse, moduler la production des acides biliaires et augmenter la bêta-oxydation. Mais également des actions au niveau central, en diminuant la prise alimentaire, et des actions au niveau du tissu adipeux, en augmentant la thermogénèse. Donc une voie qui semble potentiellement intéressante et qui a fait l'objet d'une publication pour une phase 2 avec des résultats qui étaient intéressants. Présentant une analogie de structure avec le FGF19, on a le FGF21 qui est classé, vous voyez, dans les cibles thérapeutiques du métabolisme. FGF21, lui, n'est pas produit par les entérocytes, mais par le foie, en réponse à différents stimuli, notamment les fibrates via PPAR-alpha, mais également SHREB,
avec le régime riche en hydrates de carbone. Et ce FGF21 va avoir une action hépatique où il va notamment augmenter la bêta-oxydation et également une action endocrine sur différents organes et également une source de production au niveau du tissu adipeux où là, il aurait plutôt une action autocrine. FGF21, outre ses actions sur le tissu adipeux et le foie, vous voyez, a différentes cibles. Encore le système nerveux central avec une diminution de la prise alimentaire, le système osseux, une amélioration a priori au niveau cardiaque, un effet anti-inflammatoire au niveau rénal et des effets insulinosensibilisants tant au niveau musculaire que pancréatique. Et cette molécule qui s'administre en sous-cutané comme le FGF19 eh bien, a fait également l'objet d'un essai de phase 2 avec des résultats qui semblent intéressants, au moins sur la stéatose. Alors on continue dans les molécules qui sont à l'interaction, métabolisme, inflammation, avec la grande famille des molécules insulinosensibilisantes, en particulier le GLP1. Alors le GLP1, c'est une incrétine produite par les cellules L de l'intestin en réponse à une charge orale de glucose qui va, voyez, avoir une action sur de nombreux organes, notamment le cerveau avec une diminution de l'appétit, ce qui expliquerait la perte de poids observée chez les patients qui sont sous analogue du GLP1 et cette perte de poids est probablement ce qui participe à améliorer l'état global des patients, tant sur le diabète, car ce sont des médicaments utilisés par les diabétologues depuis une dizaine d'années, et peut-être dans la NASH. Il y aurait également des effets protecteurs cardiovasculaires, et ça c'est évidemment très intéressant compte tenu, vous le savez, du risque de décès cardiovasculaire chez ces patients. Une augmentation de la production d'insuline au niveau du pancréas, bien sûr, et puis un effet sur l'estomac de diminution de la vidange gastrique, ce qui vous explique l'un des effets secondaires de ces molécules chez les patients diabétiques, ce sont ces dyspepsies qui peuvent être présentes. Le GLP1 aurait également une action sur le tissu adipeux en augmentant la bronisation, et donc des molécules tout à fait intéressantes. Et c'est pour ça que Novo Nordisk, qui est le leader du développement de ces molécules, a fait la promotion de l'essai de liraglutide, agoniste du GLP1, chez les patients NASH, avec un essai de phase 2 qui donnait des résultats prometteurs. Ils ont choisi ensuite de développer le petit frère, le semaglutide, dont les résultats de la phase 2 sont en attente, avec une certaine impatience, parce que ces molécules, encore une fois, sont très à la mode chez les collègues diabétologues. Ce d'autant que Novo Nordisk développe un analogue oral du semaglutide qui faciliterait son administration, car pour l'instant, c'est du sous-cutané là aussi. Et donc, ça pourrait être extrêmement pratique pour les patients. Il y a une autre stratégie qui est de faire des doubles agonistes GLP1-GIP, avec le GIP qui est une autre incrétine, qui agit sur un petit peu moins d'organes, mais qui a un effet de stimulation de la production d'insuline, également diminution de la vidange gastrique et amélioration du fonctionnement du tissu adipeux. Donc des stratégies qui sont déjà testées pour des molécules antidiabétiques et qui pourraient être tout à fait intéressantes dans les molécules pour anti-NASH. Alors, comme Sophie vous l'a dit, la modulation de la lipogénèse de novo pourrait également être une voie prometteuse. Pour rappel, la lipogénèse de novo, c'est cette capacité qu'a le foie à faire du gras à partir d'un excès de glucose circulant ou du fructose ou d'un hyperinsulinisme. Et cette lipogénèse de novo participerait pour 25% environ de la quantité de lipides présents dans le foie au cours des NAFLD. Environ 60% viendraient du tissu adipeux enflammé et insulino-résistant, et le reste, 15% des lipides alimentaires. Face à cet afflux d'acides gras, le foie peut les stocker sous forme de gouttelettes de triglycérides ou alors les consommer sous la bêta-oxydation. Et donc vous avez deux voies qui sont, on va dire, en opposition, l'oxydation des acides gras ici et la lipogénèse, qui sont toutes deux dépendants de différentes enzymes. Et la stratégie a été de bloquer une de ces enzymes, par exemple la stéaroyl-CoA désaturase, avec l'arancol, combinaison d'un acide biliaire, l'acide cholique, et d'un acide gras saturé, l'acide arachidique. Ça diminuerait la lipogénèse, diminuerait la stéatose hépatique et pourrait diminuer l'insulinorésistance. Mais vous avez également la stratégie de bloquer l'acétyl-CoA carboxylase, ce qui pourrait en retour augmenter l'oxydation des acides gras libres. Et donc vous avez différentes molécules qui sont en cours de développement, en phase 2 ou en phase 3, avec des résultats qui semblent intéressants, au moins sur la stéatose. Alors, molécules dont Sophie vous a présenté sur les schémas des actions tout à fait intéressantes, c'est les PIPAR, les agonistes PIPAR. Vous le savez, ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine étudié. 3 familles de PIPAR, PIPAR gamma, PIPAR alpha, PIPAR delta, ou également, qui s'appelle également PIPAR bêta.
PPAR gamma essentiellement, mais pas seulement, présent au niveau du tissu adipeux qui va favoriser une insulinosensibilité de celui-ci. PPAR alpha essentiellement présent au niveau du foie qui va favoriser la bêta-oxydation. Et PPAR delta surtout présent au niveau du muscle qui va en quelque sorte mimer l'effet de l'activité physique. Alors, donc ils sont très intéressants. D'ailleurs, les agonistes PPAR gamma, c'était les thiazolidinedione qui étaient des bons médicaments pour le diabète, développés il y a une quinzaine d'années, qu'on ne peut plus utiliser maintenant en France compte tenu d'un profil de tolérance imparfait. Mais néanmoins, ça reste une voie de développement assez intéressante. Ce d'autant qu'en plus de leurs effets métaboliques que je viens de vous montrer, PPAR alpha notamment des effets anti-inflammatoires et sous l'action de différents analogues synthétiques ou naturels, eh bien, il va y avoir une diminution de NF-kappa B qui va entraîner une diminution de la production des cytokines pro-inflammatoires et finalement une diminution du phénotype des macrophages pro-inflammatoires. Et de même, avec PPAR delta ou bêta, eh bien, sous l'effet d'analogues synthétiques, vous avez une diminution d'NF-kappa B qui va être associée à une diminution de la production de cytokines pro-inflammatoires, et donc une diminution de l'expression des macrophages pro-inflammatoires et des lymphocytes Th1. Et ça vous explique que bien on voit ces différents composés, notamment double agonistes, PPAR alpha, PPAR delta avec les lafibranor, ou PPAR alpha, PPAR gamma avec les saroglitazar, ou des pan-PPAR qui sont développés actuellement en phase 2 ou en phase 3 avec des résultats que l'on attend. Alors, le dernier né dans les molécules qu'on a vu arriver, ce sont les analogues thyroïdiens. Je vous ai dit tout à l'heure que la stimulation par les acides biliaires du TGR5 au niveau du tissu adipeux augmentait la thermogénèse peut-être du fait d'une augmentation de la T3 libre. En effet, la T3 libre va non seulement moduler le tissu adipeux, mais également le métabolisme lipidique avec chez l'homme une diminution du niveau de cholestérol et de triglycérides. Et le problème, évidemment, c'est que si vous montez les doses de T3 libre, vous allez, par la stimulation des récepteurs hormonaux alpha présents au niveau cardiovasculaire, augmenter les signes que vous voyez dans la thyrotoxicose, tachycardie, arythmie et également des effets délétères au niveau musculaire et squelettique. Et donc, il y a eu des stratégies de développement d'autres métabolites thyroïdiens, les hormones T2, T1, qui, dans les modèles murins, peuvent être intéressants avec moins de stéatose, une perte de poids, mais qui ne sont pas dénués d'effets secondaires, ou en tout cas d'effets métaboliques qui ne sont pas forcément très heureux. Et donc, la stratégie est plutôt de développer des analogues thyroïdiens, analogues des récepteurs bêta de la thyroïde, qui sont essentiellement présents au niveau du foie. Alors, il y a différentes molécules qui ont été développées, mais qui, là encore, ont connu des arrêts de développement au niveau préclinique compte tenu d'une toxicité. Mais vous avez deux molécules qui ont émergé et qui ont été présentées à la SLD précédente. Le VK2809, qui semblait montrer un bon profil d'efficacité au niveau lipide, mais avec une petite alerte sur les transaminases. Et puis le MGL 3196, qui a montré des effets assez intéressants au niveau lipidique, mais également au niveau stéatose, inflammation et même fibrose, et donc molécule qui va passer en phase 3 très prochainement. Alors, il me reste à vous parler des molécules de l'inflammation. Alors, comme vous l'a présenté Sophie, vous avez, lorsqu'il y a la NASH, l'hépatocyte est stressé avec différents phénomènes, notamment la lipotoxicité. Cet hépatocyte va tellement être stressé qu'il peut souffrir et rentrer en apoptose. Là, c'est la mort hépatocytaire. Mais avant d'être en apoptose, et même parfois avant d'être ballonisé, il va libérer différents signaux de danger. Et ces signaux de danger vont participer à la transformation du phénotypique des macrophages anti-inflammatoires en macrophages pro-inflammatoires et va également participer à l'attraction de cellules monocytaires qui vont aller dans le foie et prendre un phénotype de macrophage pro-inflammatoire et participer à la production de cytokines pro-inflammatoires TNF-alpha et IL-1 bêta. Et donc la stratégie, c'est de développer des molécules qui vont bloquer ces différentes étapes. Et vous voyez qu'on ne manque pas de cibles potentielles avec des agents anti-apoptotiques, notamment des inhibiteurs de caspase, qui n'ont pas forcément donné toujours des résultats parfaits. Vous voyez qu'on retrouve les analogues PPAR gamma, PPAR alpha, des molécules qui pourraient diminuer cette production de signaux de danger, notamment ces microvésicules au niveau des hépatocytes, des molécules qui pourraient diminuer le shift voire contre pro-inflammatoire au niveau macrophagique, et puis les modulateurs de la chémoattraction des monocytes, notamment avec les inhibiteurs antagonistes CCR2, CCR5, dont le sénécriviroc, qui est actuellement en phase 3.
Alors, il y a également d'autres molécules qui peuvent être intéressantes, outre FXR et les acides biliaires que je vous ai présentés tout à l'heure, qui pouvaient moduler ces macrophages. L'adiponectine pourrait être intéressante, et même les oméga 3, oméga 6, non seulement pour diminuer le phénotype pro-inflammatoire, mais également, ce qui semble être de l'avis de certains experts, peut-être une voie vraiment qui pourrait avoir de l'avenir, ce boost anti-inflammatoire au niveau des macrophages, qui est peut-être une voie de recherche. Alors, malheureusement, les petits essais randomisés avec les oméga 3 en clinique n'ont pas été très efficaces, améliorer la stéatose, mais pas beaucoup l'inflammation. Donc il y a encore un long chemin à parcourir pour pouvoir avoir des molécules qui vont être efficaces. Donc vous le voyez par cette illustration, les différentes voies ciblées illustrent que la NFLD est une pathologie complexe. Probablement, la modulation pharmacologique de ces voies du métabolisme, de l'inflammation et de la fibrogénèse vont être utiles pour nous aider à trouver une ou plusieurs molécules intéressantes. Mais comme je vous l'ai dit, la route me semble encore assez longue. Et donc, dans tous les cas, les mesures préventives et les mesures étiologiques, hygiéno-diététiques devront toujours être utiles. Et j'ajouterais que vous avez vu... il y a aussi ce rôle de l'alcool qui peut être délétère de façon additionnelle, même à dose modérée au cours de la nage, qu'il faut également viser et probablement viser une consommation très faible ou nulle. Je vous remercie.